Bienvenue dans l'Instant e-naissance, le podcast qui vous aide à ralentir, à respirer, à prendre soin de vous et à vous construire une vie plus cohérente, plus douce, plus heureuse. Place à l'épisode du jour. Tu as une envie, peut-être depuis longtemps, changer de vie, te reconvertir, créer quelque chose qui te ressemble vraiment. Et pourtant, tu n'as pas encore sauté. Pas par manque d'envie, pas par manque de capacité, mais parce que quelque chose, quelque part, retient. Aujourd'hui, on va nommer ce quelque chose et on va voir comment ça se dénoue. Bienvenue dans l'Instant e-naissance. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant e-naissance. Aujourd'hui, je reçois Christine Lewiski, autrice, coach certifiée, conférencière. Avec Christine, on s'est rencontrés dans un événement assez fou au théâtre Mogador lors de l'événement Potentiel Limité. On était toutes les deux sur cette scène de Mogador. Et ce jour-là, j'ai eu aussi, quand elle était sur scène, la chance d'être dans la salle et de recevoir et de vibrer avec 1600 femmes son mantra de l'amour de soi. C'était vraiment profond, puissant, beau. Et ce qui m'a interpellée chez elle, c'est cette façon dont elle parle aux femmes. Pas pour les rassurer, mais pour les réveiller. Alors, bienvenue Christine. Et je vais te laisser te présenter Merci comme tu le fais Amélie. toi avec tes mots. Super. Donc je suis Christine Lewicky, je vis en Californie, je suis française, je vis en Californie depuis 25 ans. Je suis devenue coach en 2005. J'aime bien dire que je suis devenue coach avant que tout le monde devienne coach. Et donc je suis dans ce métier depuis très longtemps et je vis ce métier à partir du berceau du coaching qui est la Californie. Et alors que j'étais coach et que j'essayais de prêcher la bonne nouvelle à mes clients, j'ai réalisé qu'il fallait que je balaye devant chez moi parce que alors que j'essayais d'expliquer à mes clients qu'il fallait être acteur de solutions plutôt que d'être victime des situations, je me suis rendu compte que moi, j'étais victime de ma vie à la maison parce que je suis une femme née en 74 et comme beaucoup de femmes, quand j'ai démarré ma carrière, on m'a dit tu peux tout avoir, tu peux avoir le mari, la maison, la carrière, les enfants. Sauf que dans la réalité, c'était pas si simple que ça. Et donc moi, à la maison, je râlais beaucoup, je résistais beaucoup et je subissais en fait, je résistais, je subissais mon quotidien. Et j'ai compris que moi j'étais victime à la maison et donc je pouvais pas continuer à prêcher la bonne nouvelle à mes clients tant que j'avais pas appliqué à moi-même ce que je savais qui était vrai et qui était juste. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je change quelque chose et ce qui devait changer c'était moi. Et donc je me suis lancée dans un challenge pour arrêter de râler. Et donc, je me suis dit que j'allais faire 21 jours consécutifs sans râler. À l'époque, j'ai décidé d'ouvrir un vlog, pour documenter tous les jours. Tous les jours, je partageais une vidéo pour raconter mon chemin. J'ai mis 4 mois à faire 21 jours consécutifs sans râler. Et le blog, à ma grande surprise, a eu un effet viral sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé très rapidement à avoir des milliers de personnes qui suivaient le blog et de l'intérêt de presse aussi, la radio, les médias, les magazines. Et donc, ce blog a donné un livre naissance à mon premier livre, J'arrête de râler, qui, aussi à ma grande surprise, moi, j'avais jamais écrit avant, je savais pas que je pouvais écrire, est devenu un grand best-seller. Aujourd'hui, il est toujours dans les librairies, plus de 10 ans plus tard. Il a été vendu à 400 000 exemplaires. Donc, j'ai écrit J'arrête de râler. Ensuite, j'ai aussi écrit J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint, parce qu'on râle souvent sur les personnes qu'on aime le plus au monde. Et aussi, j'arrête de râler au boulot parce qu'on râle souvent aussi, on passe souvent plus de temps au boulot qu'avec les gens qu'on aime le plus au monde. J'ai aussi écrit le livre J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, dans lequel je partage 4 principes fondamentaux pour une vie extraordinaire. Et enfin, mon tout dernier bébé qui est sorti récemment, Femme fière, libre et puissante, dans lequel je partage 4 révélations pour ne plus être domestiquée par les dictats de la société. Aujourd'hui, depuis quelques années, je me spécialise dans l'accompagnement des femmes, accompagner les femmes à devenir alignées et fières de leur vie grâce au coaching Body Mindset. Voilà ma présentation. Merci. Cette présentation rapide et très complète. Alors aujourd'hui, ensemble, on va parler d'audace. Pas l'audace des grandes déclarations, l'audace du quotidien. Celle qui permet de dire oui à ce qu'on veut vraiment, peut-être de se reconvertir, de créer plutôt que de gérer, d'arrêter de râler aussi. Et on va parler du corps parce que
c'est un des points qu'on a très en commun avec Christine. Et je crois profondément que l'audace n'est pas d'abord dans la tête, elle passe d'abord par le corps. Alors Christine, tu travailles avec des femmes de 40-50 ans qui globalement ont tout, l'expérience, les compétences, les envies, et pourtant souvent elles n'osent pas. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Alors en fait, moi je travaille beaucoup avec des femmes qui donc ont une carrière, elles ont souvent des diplômes, elles ont souvent réussi, gravi les échelons, alors elles ont peut-être dû faire des compromis à certains moments parce que ce sont aussi des femmes qui ont souvent des enfants, donc peut-être qu'elles ont dû un petit peu ralentir leur carrière à certains moments pour prendre un temps partiel ou pour euh, choisir un travail qui leur permettait de pouvoir jongler toutes leurs responsabilités. Mais ce sont des femmes qui ont beaucoup de responsabilités, des responsabilités professionnelles et des responsabilités personnelles. Et le résultat, c'est que elles ont toute leur attention à l'extérieur d'elles-mêmes. Elles ont leur attention sur les attentes de leur employeur, de leurs collègues, et puis aussi toutes les attentes de leurs enfants, de leur famille, et en plus de tout ça, toutes les attentes de la société, juste sur le fait d'être femme, le fait d'avoir un corps de femme. Il y a aussi encore plein d'injonctions et plein d'attentes de la société sur comment une femme doit se comporter, comment une femme doit se présenter. Donc, une attention qui est beaucoup tournée vers l'extérieur. Qu'est-ce que les autres attendent de moi? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les autres... voilà. Donc, on vit beaucoup notre vie en tant que femme, souvent par le prisme des autres. Et on peut être amené à croire, enfin, sans vraiment le croire consciemment, mais à vivre notre vie en pensant que notre valeur dépend de ce qu'on fait pour les autres ou de ce que les autres perçoivent de nous. Donc, dépend des autres, en fait. Et donc, beaucoup de femmes que j'accompagne sont des femmes qui, souvent, quand elles avaient 20 ans, c'était des femmes qui avaient beaucoup d'énergie. C'était quand elles étaient jeunes, elles organisaient des camps, elles partaient en voyage, elles avaient réussi à décrocher des stages incroyables. C'était des femmes qui étaient assez battantes et qui menaient super bien leur barque, en fait, et leur bateau. Et des femmes qui, voilà, j'ai certaines femmes qui me disent, oui, quand une porte se fermait, je rentrais par la fenêtre. Donc, voilà, des femmes un peu inarrêtables. Et puis, bah, quand elles ont commencé à devoir jongler toutes ces responsabilités professionnelles et familiales, bah, quelque part, au fil des années, elles se sont perdues. Elles se sont perdues parce qu'elles ont perdu le sens de elles et de leur vie. Et donc, ça Alors les moi, amène à ne perdre leur confiance en elles, en fait. ouais, moi je parle, alors je vais le faire parce que les auditrices, elles ont l'habitude. Moi, souvent, je dis, en fait, elles se sont éteintes. Il y a un peu comme si, petit à petit, cette flamme à l'intérieur de nous, Mhm. avec tout ça, ben, au fil des années, au fil des superpositions, ben, hop, elle s'éteignait petit à petit. Voilà. Voilà. Et du coup, beaucoup de femmes viennent me voir et me disent, alors elles ont beau assurer sur tous les fronts, elles me disent, je me suis perdue, j'ai l'impression d'être perdue, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux. Alors, est-ce que tu penses que l'audace, est-ce que ça s'apprend? Ou est-ce que finalement, il y en a qui l'ont, et il y en a qui sont faites pour ça, et d'autres qui n'ont pas eu la chance de tirer cette carte à la naissance? C'est quoi ton point de vue sur ça? Alors, je dirais surtout qu'on n'est pas toutes nées dans la même famille, dans le même environnement. Et donc, je trouve que pour avoir une certaine audace, il faut avoir un sentiment minimum de sécurité. Et donc, si on a été élevé et qu'on n'a pas reçu beaucoup d'amour et qu'on était un petit peu en mode survie dans notre schéma d'enfant, il faut que je fasse tout bien, que j'ai des bonnes notes pour être aimée, il faut que je sois parfaite pour recevoir la validation des autres et pour recevoir l'amour et pour recevoir l'attention dont j'ai énormément besoin. Donc là, je parle de la petite enfance. On peut se retrouver ensuite adulte à rejouer ces schémas de l'enfant et à pas réaliser que maintenant on est adulte et que en fait notre vie ne dépend plus du fait d'être parfaite, notre vie ne dépend plus du fait de tout réussir ou de faire plaisir à maman, mais on rejoue encore un peu inconsciemment ces schémas. Donc je pense que c'est surtout ça pour moi qui se joue, c'est de réaliser qu'en fait on n'est pas en danger. Quand on était enfant, peut-être qu'on était en danger parce que si maman n'était pas contente, inconsciemment, on se disait bah, peut-être que j'aurais pas à manger un toit sur ma tête. On était clairement dépendant, bien que dans la réalité, c'est pas ce qui arriverait, mais dans notre schéma d'enfant, on était vraiment dépendant de l'amour de nos parents pour survivre. Non. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que oui, il y a du conditionnement, clairement. En revanche, pour moi, l'audace, en tant qu'adulte, ça peut s'apprendre. On peut avoir justement pas forcément les meilleures cartes qui soient de la naissance, cette insécurité,
cette peut-être hypervigilance dans laquelle on rentre, on grandit. Mais après, en tant qu'adulte, on peut apprendre l'audace. Et surtout, moi, ce que je peux observer, c'est que plus on apprend et plus on teste l'audace, et plus on se dit, waouh, en fait, ça fonctionne, plus on s'autorise de plus en plus à y aller. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi? Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. J'encourage d'ailleurs souvent les personnes à commencer avec des choses peut-être qui font moins peur, un peu se muscler à l'audace. Donc, commencer à avoir l'audace de faire quelque chose de différent, de faire un différent trajet ou d'essayer quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais voilà, l'enjeu n'est pas vital pour nous. Donc, commencer l'audace sur des choses qui sont plutôt fun, qui sont. Mais l'audace, en fait, qu'est-ce que c'est que l'audace? C'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. D'accord? Ouais. C'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait sans être certain que ça va marcher pour nous, sans être certain qu'on va aimer, sans être certain qu'on va réussir, sans être certain qu'on va performer. D'ailleurs, souvent, quand on essaye quelque chose qu'on n'a jamais fait, souvent d'ailleurs, on performe pas. C'est pas forcément, en tout cas au début, souvent on performe pas parce qu'on est débutant, on l'a jamais fait, c'est nouveau pour nous. Donc, surtout quand on est des femmes qui avons l'habitude de performer beaucoup, ça peut être inconfortable d'oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et c'est vrai que notre cerveau va toujours chercher, notre tête va toujours chercher à nous protéger. Et le Et meilleur à moyen rester pour en notre vie. tête de nous protéger, c'est que rien ne change. Et donc, on va avoir beaucoup de résistance à l'audace parce que notre tête va nous convaincre que c'est dangereux, que ça va prendre de temps, que ça risquerait de coûter de l'argent, qu'on risquerait de ne pas y arriver. Enfin, il y a toutes les raisons valables, raisonnables quelque part de notre tête, parce que notre tête nous parle de la raison, qui va chercher à nous arrêter, Ça me en fait, fait, ça me fait une super transition, dans ce chemin de l'audace. ouais, c'est que dans ta méthode Body Mindset, tu dis que le corps donne la direction et la tête donne la permission. Et je trouvais que cette formulation était vraiment très jolie. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, peut-être avec un exemple du quotidien, comment ça fonctionne? Alors, je ne sais pas si je peux te donner ça avec un exemple du quotidien, mais ce que je comprends, c'est que beaucoup de personnes attendent d'avoir des raisons valables ou attendent d'avoir la raison qui va nous expliquer par A plus B que c'est OK pour nous de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Or, en fait, c'est pas comme ça que ça doit marcher. En fait, la tête, elle va toujours chercher à nous protéger et elle va toujours chercher quelque part à nous garder dans ce qu'elle connaît. Et donc, si on a envie de faire des choses nouvelles, et souvent, ce que je remarque, c'est que ce qui, euh, ce qui pèse le plus dans la vie de ces femmes que j'accompagne, c'est cette impression de tourner en rond, cette impression d'être dans la roue du hamster, de répéter, de stagner. Et donc, l'audace, c'est d'essayer de sortir de cette roue du hamster et de faire quelque chose de différent. Et donc, on a notre mental qui, initialement, lui, va juste chercher à ce que rien ne change. Ça, c'est le côté raisonnable. Par contre, notre corps, lui, il a tout un langage. Notre corps, lui, il a toute une manière de nous informer, notamment de nos envies, de nos intuitions, de nos élans, de nos limites, de nos besoins. Et donc, le corps, lui, va nous dire, oh, et si on faisait ça? Et si on faisait autrement? Et si on partait vivre à l'étranger? Et si je changeais de travail? Et si je demandais à mon patron qu'il m'assigne tel ou tel projet? Et si j'avais une conversation avec mon conjoint pour pouvoir remettre notre couple dans la bonne direction? Et si, donc on a cette espèce d'élan. Le corps, il a des élans, le corps, il a des envies, le corps nous appelle. Moi, je dis souvent, le corps est un GPS intérieur. Malheureusement, la majorité d'entre nous, on vit dans notre tête parce qu'on a une charge mentale énorme C'est compliqué notre d'écouter les attention est signaux à du corps. l'extérieur de nous, comme je l'ai expliqué. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris. On nous a pas appris à s'intéresser à nos signaux du corps. On nous a beaucoup appris à s'intéresser de notre apparence, mais on nous a pas appris à s'intéresser à nos ressentis. D'ailleurs, moi, quand j'avais 7 ans, on m'a dit, tu sais, maintenant tu as 7 ans, il faut que tu sois raisonnable. Et quelque part, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire, tu sais, tes petites crises par rapport à ce que toi, tu as envie pour ta vie, eh ben, en fait, ça dérange un peu, ça dérange la famille, ça dérange l'école, ça dérange la maîtresse. Ce qui est important, c'est que tu rentres dans le système, que tu fasses pas trop de vagues et voilà, que tu navigues le système en trouvant ta place. Mais la priorité, c'était un peu... Euh, satisfaire les besoins du groupe plutôt que de satisfaire mes besoins, mes envies, mes élans. Donc, on n'a pas Alors, appris à écouter le langage du corps.
ce point-là, les neurosciences le montrent très clairement, et ce besoin d'aller retravailler cette interoception pour revenir à la connexion, à baisser la charge mentale aussi, ça c'est extrêmement prouvé. Mais là, pour revenir à ce point-là, parce que c'est souvent quand on veut faire de l'audace, on est face à des peurs. Et donc, quelque part, ça peut être complexe quand on n'est pas trop connecté à son corps de distinguer la vraie peur, où il y a un vrai danger et il y a une information du corps de il faut pas y aller, ou la peur de c'est le changement. Et souvent, moi, derrière ces peurs-là, je parle de zone de magie, de la peur qui signale qu'on est juste en train d'évoluer pour cette nouvelle version d'après. Comment toi, tu accompagnes tes clientes et tu leur apprends à distinguer ça? Moi, je dis souvent que on aura toujours peur. La peur, elle sera toujours là. La peur de pas y arriver, la peur de le risque en fait, parce que changer, c'est une prise de risque. D'accord? Ne rien changer, c'est le risque de vivre sa vie à moitié endormie, mais il n'y a pas un danger immédiat. Au moins, on connaît. On connaît le connu, même si ce connu qu'on connaît ne nous convient plus, on le connaît. Donc, changer, c'est forcément un danger et il y aura forcément de la peur. Par contre, moi, j'invite toujours les personnes que j'accompagne à se poser la question, est-ce que tu sens que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Et de vraiment chercher à s'interroger sur cette notion de l'envie. On n'a pas appris à valoriser nos envies. On n'a pas appris que nos envies avaient de l'importance. Moi, je dis souvent aux femmes, vous pouvez avoir tout ce que vous avez vraiment envie. Et le mot important, c'est vraiment. C'est pas juste une envie tirée du chapeau. Ah oui, ça serait bien de changer de boulot. Ah oui, ça serait bien de travailler sur un autre projet. C'est non. Est-ce que ce projet ou est-ce que ce changement de carrière que je veux faire ou est-ce que ce déménagement que j'ai envie de faire, est-ce qu'il est vraiment aligné avec ce que je sais de moi, ce que je sais de ma vie? Est-ce que je pense vraiment que là où je vais, ça va être bon pour moi, ça va être riche pour moi, ça va être fun pour moi? Est-ce que je pense que je vais me sentir vraiment mieux dans ce nouveau scénario que je suis en train de créer? Et donc, ça nécessite d'aller faire un retour à soi, en fait. Et non pas de se dire, faut que je décroche ce boulot parce que j'aurai une augmentation, parce que je serai mieux payé, parce que ça m'aidera à payer mon loyer. C'est toujours intéressant, on a des contraintes financières ou des choses comme ça, mais plutôt de se dire, bah, quitte à changer de boulot, choisis celui vraiment qui va être le mieux pour toi, celui dans lequel tu vas vraiment réussir, celui dans lequel tu vas vraiment, non seulement tu auras une augmentation, mais ce sera un meilleur terrain de jeu pour toi. Et donc, pour identifier un meilleur terrain de jeu dans sa vie, il faut apprendre à se connaître. Il faut se dire, ben moi, qui suis-je? Qui suis-je au-delà de mon CV, au-delà de mes diplômes, au-delà de mes titres que j'occupe pour la société, au-delà d'être la mère de mes enfants, l'épouse de mon conjoint, la collaboratrice de telle entreprise, la manager de telle équipe? Qui suis-je? Quelle est mon essence? Je pense vraiment qu'on a tous été sur cette terre, on a tous été mis sur cette terre avec une essence unique. Et cette essence, c'est une combinaison de nos forces, de nos talents, de nos centres d'intérêt, de ce qui nous anime, de ce qui nous donne de l'énergie, de ce qui nous fait perdre la notion du temps qui passe. Et donc, il y a vraiment un appel à se connaître et à s'accepter à un tout autre niveau. Aussi, ce qui bloque beaucoup les femmes par rapport à l'audace, à la confiance en soi, c'est qu'on a souvent très très conscience de nos faiblesses, de ce qu'on ne sait pas bien faire, de ce qui ne nous intéresse pas, de ce qu'on ne connaît pas, mais on est souvent complètement amnésique et on n'a pas conscience de nos forces et de nos talents. Et donc, c'est cette espèce de déséquilibre entre je vois à la loupe tout ce que je ne sais pas bien faire et j'ignore ou je prends pour acquis tout ce que je sais bien faire, qui fait que bah, quand il s'agit de prendre un risque d'aller faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, bah, forcément, on va se dire, je ne vais pas y arriver. Parce qu'on ne se connaît pas, en fait. C'est vraiment intéressant. Après, je trouve... alors moi, je vais y rajouter une couche de système nerveux aussi. Parce que clairement, quand on a les peurs, en fait, c'est comment on avance avec. Mais il y a aussi des peurs. Et plus on va, et plus on va se connaître, plus on va aller creuser sur nos envies, sur ce qui nous allume, ce qui nous met en énergie, plus ça va nous permettre d'avancer et d'avoir l'audace de se créer une vie sur mesure. Mais moi, ce que j'observe aussi, c'est que parfois, malgré ça, quand le corps est vraiment en mode survie, quand le système nerveux est en mode survie, si on va pas aller détendre ça, sécuriser ça,
on peut avoir la tête qui veut donner la permission, on peut avoir la tête qui sait où elle veut aller, mais il y a comme une incapacité à y aller et quelque chose qui peut être vécu extrêmement de façon très dévalorisante et très jugeante par la personne, avec beaucoup de jugement sur elle, parce que dans sa vie, en fait, toute cette charge mentale, tout ce qu'elle gère, et t'en parlais au début très bien, crée du stress, crée une alerte dans son système nerveux qui, tant qu'on va pas aller réguler ça, ne va pas lui permettre d'avoir l'énergie et d'avoir cette ouverture même de son système nerveux pour aller sur de l'audace. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'accompagne, j'utilise moi aussi la respiration dans mon travail avec mes clientes. J'utilise la danse libre, j'utilise la musique, le mouvement, mais le mouvement où on place toute notre attention sur nos ressentis. Je trouve que c'est un très très bon moyen pour calmer le stress mental que de donner un job au cerveau et de lui dire, bah, ton job, c'est que je vais bouger les doigts de ma main et tu vas placer ton attention sur tout ce que tu ressens et tout ce que tu captes dans cette sensation. Et du coup, effectivement, ça crée un espace intérieur parce que quand la tête, elle est en mode charge mentale, elle mouline tout le temps, elle fait en fait beaucoup de bruit. Et donc, ce bruit nous empêche d'écouter et d'écouter et La voix d'accéder à intérieure. cet espace intérieur qui, lui, va nous parler. Voilà, la voix intérieure qui, elle, va nous parler de nos envies, qui, elle, va nous parler de notre intuition, qui, elle, va nous donner des informations sur à quel moment je suis bien, qu'est-ce qui marche pour moi, qui suis-je. Donc, ces grandes questions riches que l'on se pose quand on est dans une démarche de développement personnel, les réponses sont dans notre corps et en effet, il faut calmer le mental, il faut calmer le stress, il faut calmer le système nerveux pour pouvoir entendre ces réponses. Alors, merci pour ouais, c'est chouette de voir aussi d'autres approches. Alors, beaucoup de femmes qui nous écoutent ont envie de reconversion. Alors, changer de métier, créer quelque chose. J'en ai beaucoup qui me suivent, qui veulent devenir thérapeute, coach, accompagnante. Et souvent, elles sont dans une phase d'attente. Pour toi, qu'est-ce qu'elles attendent vraiment? Alors, souvent, elles attendent peut-être une validation de l'extérieur, qu'on leur dise qu'elles ont raison, que c'est une bonne idée. Donc, il y a souvent peut-être une attente de j'attends que les autres confirment que c'est une bonne idée. Malheureusement, souvent, cette confirmation n'arrivera pas. Les autres vont souvent plus chercher à nous protéger. Souvent, hein, c'est pas toujours le cas, mais voilà, on a souvent Alors, une soit majorité de ça, gens où soit notre ils vont entourage parler. cherche à nous protéger. Ouais, moi, ce que j'observe aussi, c'est que dans cette protection, souvent, c'est les peurs des autres qui parlent et qu'ils projettent sur la personne qui veut se reconvertir. Oui, Il y a beaucoup ça aussi. voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais pourquoi tu t'embêtes? T'as plus que 15 ans avant la retraite, t'as un bon job, tu vas perdre un statut, tu vas perdre des choses. Donc voilà, on a des projections de l'extérieur, une protection de l'extérieur. Et donc, si on attend la permission à l'extérieur, on va pas l'avoir. Et la permission, c'est à nous de se la donner. Je dis souvent, donc je dis la tête donne la permission, le corps donne la direction. Donc pour moi, la première chose, c'est vraiment d'aller dans le corps et d'aller ressentir cette direction. Vraiment, et parfois, il y a des ajustements à faire. Parfois, on pense que c'est là qu'on veut aller, et peut-être parce que la société, quelque part, nous guide là, ou peut-être parce que on a envie de Ou parce changement et il y a quelque chose de rassurant là, Oui, ou ou parce que quelqu'un c'est qu'on que ça qu'on valorise connaît nous a aussi. dit que c'est là qu'il faudrait aller. Voilà. Et c'est aussi Voilà, ou que c'est que ça ouais, qu'on connaît. Souvent aussi, on manque beaucoup d'imagination. À l'intérieur de soi, aller à l'intérieur de soi, vraiment sentir la direction. Et le moment où on sait que la direction est bonne, pour moi, c'est le moment où on se dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a vraiment rien de mieux que j'ai pris le temps de regarder. Et vraiment, en regardant avec attention et avec curiosité, je vois rien de mieux à faire pour moi. C'est vraiment par rapport à ce que je sais de moi, par rapport à ce qui m'intéresse, par rapport à mes forces, par rapport à mes talents, par rapport à mes centres d'intérêt. Et puis aussi, cette sensation
Cette sensation, souvent, il y a des signaux, il y a les poils qui s'hérissent, il y a le cœur qui s'ouvre, il y a de la joie, il y a de l'excitation, il y a du désir, il y a de l'excitation. Cette chose nous devient irrésistible. Cette chose qu'on veut faire devient irrésistible. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai découvert le coaching. J'étais dans les Alors ressources humaines justement, avant et je connaissais pas le coaching. bah, justement, je voulais te Oui, dire, enfin voilà, c'est que ce sujet de la reconversion, on l'a fait toutes les deux. Et moi, il me touche particulièrement. Et parce que moi aussi, et comme toi, j'ai quitté un monde que je maîtrisais, où j'étais successful, où j'avais une autoroute d'écrite pour aller vers quelque chose qui n'existait pas, sans garantie, sans filet. Et toi aussi, tu l'as fait, parce que tu es passé de DRH à coach. Donc, qu'est-ce qui t'a fait basculer? Raconte-nous ce moment. Est-ce que tu as eu ce moment de clarté comme tu le racontes? moi j'ai eu un contexte un petit peu particulier parce que j'ai été retirée de où j'étais par le biais d'une expatriation. D'accord. Donc je suis partie. Donc j'ai quitté mon job. J'étais responsable du personnel de la Fnac de Strasbourg. J'ai quitté mon job. Je me suis retrouvée aux États-Unis et pendant 3 ans, je n'avais pas de visa de travail. J'avais un visa de conjointe, mais j'étais en suivi de conjoint. Donc j'ai été extraite de ma voie royale sur laquelle j'étais. Je pensais y retourner. Je pensais que je resterais 2 ans aux États-Unis et qu'au bout de 2 ans, je retournerais. Et j'étais convaincue que le groupe Pinot Printemps Redoute à l'époque me reprendrait. Donc voilà, c'était ça le plan initialement. Après, il s'est avéré qu'on a réalisé qu'on allait rester aux États-Unis. Et là, je me suis posé des questions par rapport à mon métier, par rapport à la qualité de vie que je voulais créer, et notamment le fait que je voulais avoir plus de vacances pour pouvoir rentrer voir la famille. J'avais jamais fait le choix aux États-Unis. Si j'avais fait les ressources humaines, j'aurais eu que 2 semaines de vacances. Et en plus, j'ai réalisé que les ressources humaines, c'était plus un métier de compliance, plutôt que de ressources humaines. En fait, c'était plus quelque chose de faire en sorte qu'on suive les protocoles, le code du travail. Donc, j'ai réalisé que ce métier n'était pas exactement aligné avec ce que je voulais vraiment faire et avec le sens que je voulais donner à ma vie par rapport à mes forces, par rapport à mes talents. Enfin, c'était pas mon ikigai en fait, ce métier. J'étais pas loin, mais c'était pas exactement mon ikigai. Et je ne connaissais pas le coaching. Je ne savais pas que ce métier existait. C'était en 2005. Et tout d'un coup, j'ai découvert le coaching. Et là, j'ai immédiatement senti cet alignement de dire mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je voulais faire en fait quand j'étais jeune et que j'ai commencé mes études et que j'imaginais ma place dans le monde. C'était cette place-là que je voulais occuper. Donc j'ai vraiment senti mes poils qui se hérissaient. J'ai senti cette excitation, cet élan, cet enthousiasme pour ce métier. Et ça a été déterminant parce que la réalité, c'est que faire une reconversion comme ça, se mettre à son compte, développer une activité professionnelle, ça demande une persévérance incroyable. Ça demande, en fait, quand on est coach, on doit surtout apprendre à être entrepreneur. On doit apprendre la vente, on doit apprendre le marketing, on doit apprendre plein de choses que j'avais pas du tout anticipées. Et c'était très challengeant. Et ça l'est toujours d'ailleurs. 20 ans plus tard, c'est toujours une partie qui est challengeante dans ce métier. Et la seule raison pour laquelle j'arrive à continuer à persévérer dans ces challenges et dans ces choses-là, c'est parce que je suis tellement alignée avec ce métier qu'il n'a jamais été question de m'arrêter. Il y a vraiment ça, c'est trouver quelque chose où on se dit il n'est pas question de m'arrêter. Je vais dépasser tous les obstacles que je vais rencontrer en chemin parce qu'il va y en avoir des obstacles. Parce que vivre sa mission de vie, trouver son alignement professionnel, ça ne veut pas dire que le tapis rouge se déplie et que tout est C'est-à-dire, c'est facile. plus En fait, la facile. vie, elle est jamais facile. Clairement, il y a autant de bénéfices et de choses positives que de difficultés et de challenges. Donc, et ça, c'est vrai que dans la reconversion, c'est souvent un des points qui est intéressant à aller un peu écrouler. C'est cette idéalisation de ah, mais si je suis dans le métier qui est fait pour moi, mais ça va être génial. Oui, mais pas que. Parce qu'il y a de la compta à faire, parce qu'il y a du commerce, parce que comme tu dis, il Voilà. y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis souvent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment, et ce vraiment est très important,
parce que c'est ce vraiment qui va nous donner la persévérance de dépasser les obstacles. Et j'ai des femmes qui m'ont suivi depuis le début de ma conversion et qui regardent où je suis aujourd'hui. Moi, j'ai commencé, j'avais rien, j'étais inconnue au bataillon. J'ai vraiment démarré de zéro et pendant plusieurs années, et pendant 3 ou 4 ans, j'ai galéré à ramener 500 € par mois, à ramener 1 000 € par mois à la maison. Et les femmes me voient aujourd'hui. C'est les mamans de l'école de mes enfants qui me voient 15 ans, 20 ans plus tard et qui me disent « Waouh, mais t'as fait un chemin incroyable, Christine !» Et je leur dis toujours « Il n'a jamais été question de m'arrêter. » Et donc ça, c'est vraiment issu de « C'est ce que je voulais vraiment. » Génial. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre les femmes qui vont sauter le pas et oser et se reconvertir et celles qui restent à regarder leur vie depuis le bord, en fait? J'ai envie de dire, c'est les femmes qui prennent le temps de s'intéresser à elles, mais pas à leur apparence, c'est pas vraiment s'intéresser à qui elles sont, au fait que, moi je rappelle souvent aux femmes, je dis c'est votre vie, et un jour vous allez mourir, et votre vie sur cette terre, de cette itération, voilà, de cette vie, sera terminée. Et donc, vous avez le droit de vous mettre en premier dans votre vie. Vous avez le droit de vous intéresser à vous. Ça n'est pas égoïste. Et d'ailleurs, souvent, ce que je leur rappelle aussi, c'est que quand vous vous mettez à votre juste place dans votre société, dans votre vie, tout le monde va mieux autour. Donc, en plus, ça rend service aux autres au final. Mais dans un premier temps, c'est faire un peu d'égothérapie, j'ai envie de dire, et vraiment aller s'intéresser à qui je suis. Parce que c'est quand on est connecté à ses forces et à ses envies qu'on va trouver son alignement. Et pour moi, c'est cette quête d'alignement, c'est cette quête de j'ai envie de me connaître et j'ai envie de partager ce que je suis, le meilleur de ce que je suis avec le monde. Pour moi, c'est vraiment ça qui est la source de cet élan. Ça motive énormément, ça donne énormément d'énergie de travailler constamment cet alignement de j'ai envie de me connaître mieux et j'ai envie de partager le meilleur de moi avec le monde. Ouais, merci. Après, moi, ce que j'entends aussi souvent, c'est non, mais je me sens pas encore légitime. Cette légitimité, on l'entend beaucoup. Et moi, j'observe vraiment que finalement, cette légitimité, elle va pas venir d'un diplôme, elle va pas venir d'une formation de plus. Elle vient avant tout de cet état intérieur, de cette régulation, de cette confiance dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on sait. Et c'est ça, cet état intérieur, il passe par le corps, avant la tête. Oui, je suis d'accord. Mais cette confirmation, on l'a en prenant des actions, en agissant. En Bien fait, sûr. c'est j'avance et en avançant, je rencontre des gens. En avançant, je me retrouve dans des situations. Et dans ces situations, mon corps me confirme que je suis au bon endroit. Mon corps me confirme que je suis dans la bonne direction. Le corps donne la direction. Donc, c'est en étant à la rencontre des autres, à la rencontre, en prenant des risques, en sortant dehors. C'est pas chez soi, derrière son ordinateur, en restant dans son univers familier, que le corps nous donne la direction. Le corps, il a aucune raison de nous orienter quand il est dans un endroit qu'on connaît déjà. Donc, on a besoin de sortir et d'aller de l'avant et d'aller se mettre dans des situations. Moi, je suis allée chanter mon mantra au théâtre Mogador. Je n'avais jamais chanté sur scène. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et quand j'étais sur scène et quand je suis sortie de scène, la première chose que je me suis dit, c'est que j'ai senti j'ai senti mon corps qui m'a dit, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est là qu'il faut être. Et ça, je l'ai tout de suite senti, je l'ai enregistré, et pour moi, c'est clair que je continue dans cette direction. Mais ça, Génial. il a fallu que je prenne le risque alors après, je dis pas à tout le monde qu'il faut prendre un risque. Moi, c'est parce que j'ai pu prendre ce risque parce que je sais maintenant. Oui. J'avais entendu des signaux avant qui font que j'ai saisi l'opportunité et j'ai provoqué la situation. Donc j'ai musclé, je suis très musclé maintenant en termes d'écouter mon GPS intérieur et d'écouter ma direction. Alors, dans ton livre, Femme fière, libre et puissante, tu parles de se donner la permission et de se faire passer en premier, sans culpabilité. Pourquoi c'est si difficile pour les femmes? Et qu'est-ce que derrière ça change concrètement? Une fois qu'on commence à se faire passer en premier, que ce soit dans sa vie, dans ses relations, dans le travail, quand on arrête de s'oublier. Ah oui, donc c'est cette idée que notre valeur dépend de ce qu'on fait pour les autres.
Et aussi, tout simplement le fait qu'on nous a dit qu'on pouvait tout avoir, la famille et la carrière et les enfants et le mariage et la maison. Sauf que, pourquoi? Parce que les féministes avant nous ont fait le travail et aussi grâce à l'invention de la pilule, du coup, on a pu faire des études parce qu'on n'est pas tombé enceinte à 20 ans et on a pu retarder un petit peu la famille et donc on a pu du coup arriver dans une situation où ça a été possible pour nous. On est peut-être la première génération où pour certaines, nos mamans l'ont fait aussi, mais c'est quand même assez nouveau à l'échelle de notre société qu'on est capable de jongler les deux. Sauf que la société ne s'est pas adaptée. La société ne s'est pas adaptée et aujourd'hui, la majorité de la charge domestique repose encore sur la femme, de la charge éducative repose. Alors ça change, hein, mais on est encore très très loin d'une égalité et d'un réel équilibre. Oui, tout doucement, tout doucement. Et donc, en fait, on est en mode, aujourd'hui, on a une grande épidémie de burn-out. Tout simplement C'est parce clair. que, non seulement parce qu'on n'a plus d'énergie, parce qu'on donne toute notre énergie aux autres, aussi parce qu'on a une charge mentale qui nous envahit, parce qu'on a trop de responsabilités, trop de choses à penser. Donc ça, c'est les deux raisons, mais aussi parce qu'en fait, il y a une dilution. Notre attention est tellement à l'extérieur de nous, et tellement à penser aux autres que littéralement d'un point de vue spirituel, j'ai envie de dire, on perd le lien avec notre sens de self, avec moi. Et donc, pour moi, le burn-out, c'est vraiment, j'ai brûlé mon sens de moi. De qui je Et suis. je vis tellement ma vie à travers de qui je suis, je vis tellement ma vie à travers les autres que je perds. Alors, il y a les femmes qui ça va jusqu'au burn-out, il y en a pour qui ça ne va pas. La majorité des femmes sont dans cette perte du sens de qui elles sont. Et quand je les interroge sur comment elles étaient quand elles avaient 20 ans, souvent elles me disent: «Ah bah oui, mais quand j'avais 20 ans, c'était complètement différent parce que quand j'avais 20 ans, c'était ma vie, ma carrière. Je quittais mes parents, je démarrais mon chemin et là, je pouvais choisir pour moi». Il y avait vraiment c'est un moment fort où on est soi, on prend son envol et 10 ans plus tard, hop, on se retrouve avec une carrière, des enfants et là, la dilution petit à petit, se fait. Donc c'est pour ça que pour moi, pour qu'une femme, reprenne le pouvoir sur sa vie, elle doit absolument redécouvrir et rentrer en relation avec elle-même. Et elle doit vivre sa vie à travers elle et non pas à travers les autres. Et pour moi, pour qu'une femme reprenne sa vie en main, elle doit absolument reprendre en main son corps. Parce qu'aujourd'hui, le corps de la femme ne lui appartient pas. Si tu devais donner une seule permission aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait laquelle? Une seule permission, une que La j'aime beaucoup première. donner et qui fait beaucoup rire les femmes. La première, c'est la plus importante. Ouais, ou la première à poser, à mettre en place chez elles dans leur vie sur ce chemin. Parce que c'est vraiment la philosophie des petits pas. C'est on ose, on pose une permission, puis une autre, et puis on prend confiance, et puis on avance. Mais une ou deux, si c'est plus simple pour Moi, toi. je dis Mais souvent une phrase que je dis souvent, c'est le reste attendra. Donc, j'ai envie d'aller marcher sur ma colline à l'heure du coucher du soleil parce que la lumière est magnifique. Oui, il y a le dîner à faire. Oui, il y a les billets de train à prendre. Oui, il y a tata. Ça attendra. Le plus important, c'est que j'aille profiter de cette heure et que j'aille monter sur ma colline. Le reste attendra. D'accord, les autres attendront. Alors, c'est pas forcément adapté quand on a un enfant de moins de voilà, mais je parle dès qu'on a un peu des enfants un petit peu plus grands qui peuvent un peu rester tout plus seuls grand. à la maison ou qu'on peut s'organiser. Là, il y a vraiment parce que c'est normal quand les enfants sont tout petits, c'est normal ça qu'on soit un peu coincé avec les petits enfants. Ça, je comprends quand les enfants sont tout petits. Ce qui pose problème, c'est quand on reste enfermé, donc faut être disponible et toujours faire passer les autres avant soi, alors qu'en fait les autres ils sont dans leur chambre, à eux se faire passer avant tout le monde et nous on le fait pas. Donc le reste attendra, c'est quelque chose que je dis souvent. Et une autre chose que je dis souvent, c'est, je viens beaucoup provoquer, je dis, est-ce que vous pouvez me donner une raison valable qui justifie que c'est vous qui lavez les slips de tout le monde à la maison? Est-ce qu'il y a une raison valable? J'aime bien dire en plus volontairement les slips parce que ça provoque un petit peu. Et vraiment de réaliser que il y a 4 personnes qui vivent sous ce toit, il y a 5 personnes qui vivent sous ce toit. Il n'y a aucune raison valable qui justifie que ce soit la maman qui fait tourner la maison. Et donc ça doit absolument changer
Et ça doit pas venir d'un côté, venez m'aider, en fait, arrêtez de demander de l'aide. C'est pas de l'aide, c'est arrêter de tout faire, en fait. C'est tout le monde doit participer. C'est pas, faut pas aider maman. Il y a aucune raison qui justifie que c'est maman qui lave les slips de tout le monde. Il y a aucune raison que c'est maman qui justifie qui fait les courses. Il y a aucune raison qui justifie que c'est maman qui fait tous les repas. Il y a aucune raison qui justifie que c'est maman qui passe le balai. Il y a aucune raison qui justifie que c'est maman qui fait la vaisselle après le dîner. Il y a rien qui justifie ça. Il y a rien. Donnez-moi une raison valable. Donnez-moi une raison valable. Il y en a pas. Merci. Alors, je te pose la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que le mot inessence évoque pour toi? Inner essence, l'essence intérieure. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi derrière un peu le mot naissance, renaissance. Naissance, renaissance, l'essence intérieure. Oui, moi, c'est ça. Je pense surtout l'essence intérieure. Retrouver son centre, retrouver son home, comme on dit en yoga, le OM, home. Vraiment, il y a quelque chose de très, très paisible en nous. Et il y a vraiment un centre, il y a vraiment un espace à partir duquel tout peut émerger. Et c'est possible de trouver ce centre. Et en effet, il faut calmer un peu le mental avec de la respiration, en ralentissant, en pratiquant. C'est une pratique de retrouver, j'ai souvent, il faut apprendre à retrouver le chemin de sa maison, de son home, retrouver le chemin de sa maison, retrouver le centre de soi. Et ça s'apprend, apprendre à retrouver le chemin. Et une fois qu'on a trouvé le chemin et qu'on le connaît, eh ben on peut revenir à soi quand on veut, Génial. en fait. Mhm. Merci Christine pour cette conversation, pour ton énergie, pour ta clarté et la façon dont tu portes ce sujet avec autant de conviction que de douceur. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, Amélie. Merci beaucoup. Ce qu'on a traversé aujourd'hui, je le vis aussi dans mon travail quotidien. Ces femmes qui ont tout pour oser et qui attendent encore. Pas par manque de courage, mais parce que quelque chose dans le corps retient. Parce que le système nerveux interprète le changement comme un danger. Parce que la peur et l'excitation ont parfois le même visage. Et ce que j'ai appris, c'est qu'on ne décide pas d'oser avec la tête seule. On ose quand le corps se sent en sécurité. Et quand la respiration s'ouvre. Quand quelque chose en soi dit « oui, c'est le moment ». Alors pour celles d'entre vous qui sentent que quelque chose veut changer, pas juste dans votre vie, mais dans la façon dont vous accompagnez les autres, sachez que c'est souvent de là que naît une vocation. Vouloir aider les femmes à traverser ce que vous avez peut-être vous-même traversé, c'est exactement le chemin de beaucoup de celles qui rejoignent ma formation professionnelle. Pas pour avoir un diplôme en plus, mais pour apprendre à accompagner depuis un endroit juste, depuis ce qu'on a soi-même intégré. Alors, si cet épisode vous a donné envie d'oser quelque chose, faites-le aujourd'hui, même petit, même imparfait, et partagez-le à une femme qui en a besoin. Et si cet appel à vous reconvertir, à éveiller un tout petit peu la petite flamme, n'hésitez pas à regarder mon événement et naissance, et la prochaine promotion démarre fin août. N'hésitez pas à me contacter. À très vite dans l'Instant e-naissance. Merci d'avoir écouté l'Instant e-naissance. Si cet épisode vous a parlé, prenez quelques secondes pour mettre 5 étoiles au podcast et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus à le faire rayonner. Vous pouvez aussi le partager à une personne pour qui cela fera une différence aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin vers une vie plus douce, plus sereine et avec plus d'énergie au quotidien, inscrivez-vous à la newsletter e-naissance et suivez-moi sur vos réseaux préférés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.